Il est 11h02, 11h02, nous sommes jeudi. Et le jeudi, c'est le jeudi politique. Place à la politique avec trois invités ce matin. Edwige Diaz, bonjour. Bonjour. Vous êtes député Rassemblement National de Gironde, membre de la Commission des Lois. Pierre Dharréville, député communiste des Bouches-du-Rhône, membre de la NUPS. NUPES, NUPS, NUP. Moi je dis la NUP. Vous dites la NUP. Bon, bah moi aussi alors. Vice-président de la Commission des Affaires sociales. Et Benjamin Haddad, qui est député La République En Marche de Paris, enfin Renaissance, porte-parole du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale et membre de la Commission des Lois. Merci d'être là tous les trois. Nous allons parler évidemment de l'actualité, la sobriété énergétique, mais aussi de la réforme des retraites, de l'assurance chômage, de l'Ukraine, enfin bon, etc., etc. Commençons avec cette sobriété énergétique. Nous attendons les informations du gouvernement. Cet après-midi, nous saurons tout. Enfin, nous savons déjà beaucoup de choses. Sobriété qui concerne les administrations, qui concerne les entreprises et qui concerne les particuliers. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais Benjamin Haddad, vous avez beaucoup d'informations à votre disposition, vous, puisque vous dirigez, vous êtes le porte-parole du groupe Renaissance. Je vais prendre les administrations, couper l'eau chaude dans les sanitaires des bâtiments administratifs, encourager les agents de la fonction publique à télétravailler. Ouais, télétravailler, c'est pas sûr qu'on fasse des économies quand on télétravaille, non ? Alors, on fait des économies de carburant, oui. Et donc ça fait partie d'un effort aussi de transformation culturelle, et d'ailleurs je dirais aussi de notre rapport au travail, d'avoir plus de flexibilité. On est tous employeurs, ici on a des collaborateurs parlementaires, on sait bien qu'ils travaillent, même parfois quand ils ne sont pas en face de nous. Donc ça, je pense qu'il y a un changement d'habitude et de relation au travail à avoir en France, mais c'est un autre débat. 10% de baisse de consommation d'énergie pour l'hiver, les administrations, c'est l'objectif, les ménages, les entreprises. L'administration devra montrer l'exemple, c'est vraiment là un objectif important. Il faut évidemment être exemplaire. Et je dirais que, évidemment, on est face à une urgence qui est liée au contexte énergétique et notamment à la crise géopolitique. Mais il y a une transformation plus profonde de nos habitudes de consommation qui doit être enclenchée pour atteindre nos objectifs de décarbonation, pour atteindre nos objectifs de lutte contre le réchauffement climatique. Mais et Benjamin Haddad, terminé. Non, et tout ça s'accompagne aussi des différentes mesures qui ont été lancées par le gouvernement, que ce soit le stockage du gaz, que ce soit la protection du pouvoir d'achat des Français, notamment face à l'augmentation des prix de l'énergie. On voit aujourd'hui qu'on a en France l'inflation la plus faible en Union européenne. Et ça c'est un travail générationnel, la relance à la fois de notre filière nucléaire et l'investissement massif dans les énergies renouvelables. Mais regardons la sobriété, parlons de sobriété. C'est un mot que le président de la République a un peu découvert. C'est un mot qui est employé depuis longtemps par l'écologie et par les militants écologistes. Le président de la République en a parlé, je crois que c'était en février ou mars dernier. Il a parlé pour la première fois de sobriété. Donc, imposer la sobriété, inciter les Français à la sobriété, mais pas de règles drastiques. On ne sanctionne pas si l'on n'est pas sobre. On ne sera pas sanctionné. Bon, ce plan sobriété, vous le regardez comment, Edwige Diaz ? Moi, je considère que le plan stratégique de sobriété, c'est précisément la stratégie de ceux qui n'en ont pas. Et c'est vrai que moi, je déplore qu'aujourd'hui, le gouvernement fasse payer à tout le monde, c'est-à-dire les administrations, les particuliers et les entreprises, leurs errances et même leurs erreurs. Parce que si on en est là aujourd'hui, et pardon de le dire, la crise de l'Ukraine a quand même bon dos, c'est parce que Emmanuel Macron, sous l'ancienne mandature, a refusé de développer le nucléaire. Et donc c'est pour ça aujourd'hui qu'on se retrouve avec des discours lunaires qui nous incitent. Alors pour l'instant vous dites voilà c'est que de l'incitation, mais demain il y aura peut-être de la coercition. Donc c'est pour ça qu'on nous explique. Oui c'est vrai, mais déjà on a mis un pied dans la porte. Donc on nous demande de mettre 17 degrés dans la chambre, de mettre un pull quand on est à la maison, de décaler l'heure de la machine à laver. Moi je trouve que tout ça c'est très intrusif et surtout ça ne règle pas les problèmes. Cela dit, on le fait déjà quand on n'a pas les moyens de régler sa facture d'électricité. Évidemment. Sauf que là en fait on nous demande de faire attention, mais personne ne se fait plaisir en gaspillant de l'énergie, mais on ne répond pas aux positions concrètes. Vous savez, Monsieur Borzin, je sais que vous êtes très attaché aux exemples concrets. Moi, je vais vous dire ce que j'ai reçu hier par mail. J'ai reçu par mail une entreprise de ma circonscription à Saint-Denis-de-Pile, 16 salariés, implantée depuis 50 ans, un carnet de commandes rempli, une entreprise de menuiserie qui me dit qu'en 2021, elle payait 8 000 € d'électricité et que là, en 2022, les contrats qui lui ont été proposés, c'est 60 000 €.
Donc en fait, cette position n'est pas tenable. C'est la pérennité de l'entreprise qui est en jeu. Comment va faire cette entreprise, Benjamin Haddad? Oui, c'est la question que je vais poser au gouvernement. Moi, c'est la question que je pose. Comment? Vous avez vu que le ministre de l'économie vient par exemple d'annoncer, ce sera dans le projet de loi de finances que l'on va étudier dans les prochains jours, que l'État sera garant des entreprises qui devront renégocier des contrats sur l'énergie avec les énergéticiens. On s'est mis d'accord au niveau européen aussi pour faire en sorte que le surplus qui est pris par rapport à l'augmentation des prix du gros, donc les entreprises qui profitent, des fournisseurs d'énergie qui profitent de l'augmentation massive des prix de l'énergie, ce sera récupéré pour aussi pouvoir aider les entreprises. On a aidé les entreprises avec le quoi qu'il en coûte pendant le Covid. On continuera d'aider les entreprises. Donc l'État va servir de bouclier tarifaire. C'est l'État qui sera le bouclier tarifaire des entreprises, si j'ai bien compris. On protège notre économie comme on protège les ménages d'ailleurs. Là, cette année, on l'a fait d'ailleurs effectivement avant la crise du Covid, parce que la crise ukrainienne, parce que les prix de l'énergie ont commencé à augmenter avec le bouclier tarifaire. Là, on continue à le faire avec une augmentation de 15%. Une augmentation de 15%, ça aurait été de 100% si on avait laissé filer les prix, comme c'est d'ailleurs le cas dans certains pays autour de nous. Donc on protège les entreprises et les ménages face à l'augmentation des prix de l'énergie. Oui, moi je pense que d'abord tous les problèmes que nous connaissons aujourd'hui sont de deux natures différentes. La première, c'est qu'effectivement la meilleure économie, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc il y a des efforts à faire sur la manière dont nous vivons, dont nous consommons cette électricité, cette énergie que vous faites des efforts tous les trois. Je m'arrête juste un instant. Ça y est, vous avez pris conscience, vous faites des efforts. Edwige Diaz, tous les jours, depuis toujours. Bien sûr, quand je sors d'une pièce, j'éteins la lumière. Oui, c'est des efforts, c'est surtout des transformations de nos manières de faire et de vivre. Je crois effectivement, mais cela étant, ça c'est la première chose. Et ensuite, et vous l'avez dit tout à l'heure, il y a la sobriété qu'on ne choisit pas, celle qui nous est imposée. Beaucoup de femmes et d'hommes dans notre pays vivent une sobriété subie qui les empêche de vivre en réalité, ou qui leur permet simplement de survivre parce qu'ils n'ont pas les moyens. Voilà. Ça c'est insupportable. Donc il faut prendre des mesures fortes en matière de pouvoir d'achat, il faut augmenter les salaires et il faut des tarifs réglementés de l'électricité, de l'énergie. Deuxième chose, si nous en sommes dans cette situation du point de vue de la tension... Mais ils sont réglementés là, ils sont provisoirement réglementés. Puisque les hausses sont limitées, volontairement. Pas assez. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est le marché qui décide, qui continue de décider. On a libéralisé le marché de l'énergie, et si nous en sommes là aujourd'hui, c'est à cause de ces décisions-là. Nous demandons le bilan des libéralisations du secteur de l'énergie qui ont été mises en œuvre depuis des années maintenant, qui ont cassé le service public, et nous pensons qu'il faut un service public fort de l'énergie dans notre pays pour répondre aux besoins, pour faire face. C'est de ça dont nous avons besoin. Et puis il faut taxer les super profits. Il y a des gens qui sont en train de se gaver aujourd'hui. Total, c'est 2,6 milliards d'euros de dividendes distribués là, il y a quelques jours. Bon, franchement, c'est insupportable. On taxe les super profits, Edwige Diaz? Oui, mais les super profits... Oui ou non? Mais ça dépend lesquels. Voilà. Mais par exemple Total, prenons un exemple. Alors, attention avec Total, parce qu'ils sont quand même pourvoyeurs de beaucoup d'emplois en France. Il ne faut pas que ce soit les boucs émissaires non plus. Mais par contre, je vous rejoins sur ce que vous disiez, chers collègues. Moi, je pense en effet qu'il faut fixer les prix de l'énergie en fonction du coût de l'énergie. Et le truc, c'est que l'énergie qui nous coûte le moins cher, c'est l'énergie nucléaire qu'Emmanuel Macron a contribué à déconstruire. Donc maintenant, aujourd'hui, il dit qu'il est pour le nucléaire. Mais en attendant, on a perdu beaucoup de temps. Moi, dans ma circonscription, on a une centrale nucléaire. Elle a été menacée, cette centrale nucléaire. Et maintenant, moi, je vais plaider avec les élus de mon territoire pour que les nouveaux EPR promis par Emmanuel Macron, en espérant qu'il ne change pas d'avis d'ici là, puissent s'implanter à nouveau sur notre territoire. Donc voilà, il faut qu'on arrête dans ces énergies dites renouvelables, comme par exemple les éoliennes, qui sont coûteuses et qui font que le prix de l'électricité, finalement, augmente. Je pense que la politique de dénucléarisation du mix énergétique de la France était une vraie bêtise. Mais là, il y a des urgences. Alors, Benjamin Haddad, qu'est-ce que vous voulez ajouter ou répondre à Edwige Diaz ou à Pierre Dharréville? Moi, je suis un grand partisan dans l'investissement massif de notre filière nucléaire. C'est à la fois un garant de notre indépendance stratégique vis-à-vis notamment de la Russie, et c'est un garant de la transition écologique, puisque c'est une énergie qui ce discours qui vous réunit... Parce que Pierre Dharréville aussi, c'est pas toujours le cas à la NUP. C'est pas toujours le cas. À la NUP, on est bien d'accord, si j'ai bien compris. Pierre Dharréville, bien sûr. Entre vous, il y a beaucoup de débats autour du nucléaire. Mais vous êtes tous les trois favorables au développement de la filière nucléaire. Pardon de vous dire, mais il y a 10 ans, quand on disait cela, c'était scandaleux. Il y a 10 ans, effectivement, Marine Le Pen nous expliquait qu'il fallait sortir du nucléaire. Donc moi, je suis très ému de voir cette conversion aujourd'hui. C'est Emmanuel Macron qui a relancé la filière nucléaire. Effectivement, aujourd'hui,
on a un problème de maintenance sur un certain nombre de réacteurs, mais EDF nous dit que les réacteurs pourront tourner vers l'hiver ou en janvier, donc c'est l'objectif, et là effectivement il faudra tenir les objectifs. Après, sur ce que vous disiez tout à l'heure, je crois que c'est aussi un moment de responsabilité pour tous. Nous avons choisi de ne pas imposer la sobriété énergétique par la contrainte, mais plutôt par l'incitation. Donc on a eu une concertation, on a eu une discussion avec les entreprises pour faire remonter des mesures du terrain que les entreprises sont en capacité de prendre. Elles prennent des objectifs. Après, il y aura transparence aussi. On verra. Je suis sûr que vous irez voir les entreprises qui font leur travail de transition énergétique. Je crois d'ailleurs que de sobriété énergétique. Je crois que même les salariés d'ailleurs sont très exigeants sur ce sujet. Donc faisons-le. Il y a débat dans les ateliers ou dans les entreprises sur les températures. J'entendais Madame Diaz parler des cols roulés. On s'est beaucoup moqué. Mais là aussi, il faut changer nos habitudes. Il y a quelques années. C'est anecdotique l'histoire des cols roulés. Mais c'est intéressant parce qu'en l'occurrence, ça a un impact. Franchement, on ne va pas débattre sur les cols roulés. Mais attendez, ça a un impact sur la température qu'on peut avoir chez soi. C'est vrai qu'en fait, il y a des mesures de long terme comme le nucléaire et les renouvelables, et après il y a des habitudes à reprendre peut-être le fait de pouvoir porter un peu l'hiver chez soi plutôt que de balader en t-shirt. Mais moi, je me réjouis vraiment qu'Emmanuel Macron ait changé d'avis et qu'il se dise favorable au nucléaire. Je voudrais juste rappeler qu'il faut... Alors maintenant, on va voir si la majorité est prête à revenir sur la loi climat et résilience qui prévoit encore et toujours la diminution du nucléaire dans notre mix énergétique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons encore des EPR qui sont programmés de fermeture. Et je voudrais aussi que M. Emmanuel Macron fasse son mea culpa quand il a décidé... Des EPR, des réacteurs qui sont programmés de fermeture. Exactement. Et donc je voudrais aussi que M. Macron fasse son mea culpa quant à sa décision hallucinante d'arrêter le programme Astrid. Le programme Astrid qui avait pour vocation de mieux recycler les déchets nucléaires. Parce qu'en fait, le simple fait d'avoir arrêté ce programme Astrid, ça a coûté aux contribuables français 1 milliard d'euros. Donc en fait, ces revirements ont coûté non seulement très cher aux Français et aujourd'hui nous mettent dans une situation de dépendance énergétique à l'égard des autres pays qui conduit à l'augmentation des coûts. Pierre Dharréville. Non, mais il y a eu une destruction méthodique de notre service public et d'EDF. Nous avons défendu, nous avons bataillé contre ça pendant des années et la libéralisation a produit des dégâts considérables. On en paye le prix aujourd'hui. Mais il ne faudrait pas que les mesures gouvernementales, qui d'ailleurs au passage parfois ressemblent à des leçons de morale assez insupportables, conduisent à une sorte de diminution de l'action culturelle, par exemple, une sorte de diminution de l'action publique. Moi, je suis très méfiant là-dessus. Il ne faut pas prendre ce prétexte. Et on voit aujourd'hui des collectivités locales qui sont très en colère sur la manière dont l'État ne les accompagne pas face à la les collectivités territoriales, Benjamin et Haddad, collectivités locales, c'est-à-dire les mairies, les départements, seront-ils aidés ? Alors déjà, elles sont aidées quand on voit les textes qu'on a votés cet été sur le pouvoir d'achat. On a prévu, je crois, 250 millions d'euros, par exemple, de compensation sur un certain nombre d'augmentations de minima sociaux. Est-ce que cet argent est arrivé ? Pour l'instant, apparemment, non. C'est ce que disent les élus. Mais enfin bon, il va arriver. Il va arriver. Bon. De toute façon, c'est engagé par la loi. Oui, d'accord, ça, vous avez prévu. Mais là, dans le cadre de cette sobriété, de cet appel à la responsabilité, parce que beaucoup de collectivités locales vont être confrontées à des factures exorbitantes, est-ce que vous prévoyez quelque chose pour les accompagner ? Là, vous voyez, je veux dire, on a réussi à limiter l'augmentation des prix de l'énergie, donc ça va toucher tous. Après, il faudra aussi que chacun fasse un effort. Et c'est pour ça, d'ailleurs, dans la concertation qui a eu lieu, on a aussi une concertation avec les collectivités locales. Les mairies vont décider, par exemple, de leur éclairage. Certaines investissent dans les LED pour réduire. Il faut aussi... Je veux dire, c'est un moment de responsabilité parce que sinon, on va faire face à des Je vous dis ça parce qu'il y a un bouclier tarifaire. Je vous dis ça parce qu'il y a un bouclier tarifaire pour les particuliers. Très bien. Il y a des aides pour les entreprises. Très bien, qui sont prévues. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose pour les collectivités territoriales et locales. Les collectivités, encore une fois, là il y a un effort aussi de sobriété et de réduction des dépenses. Mais après, on a pris déjà des mesures, par exemple cet été, comme je vous le disais, des mesures massives pour pouvoir compenser le coût de l'inflation, l'augmentation d'un certain nombre de subventions, d'allocations pour les collectivités territoriales. Bon, Edwige Diaz, et ensuite nous passerons un peu de pub et nous passerons à autre chose. Allez.
C'est faux. Enfin, pardon, moi je suis encore élu local. Et là, les propos que vous venez de tenir, mais ils sont totalement déconnectés des réalités. Vous dites que cet été, on a voté quelques millions d'euros. Je crois qu'on a voté 600 millions d'euros pour aider les collectivités. Mais c'est largement insuffisant parce que Emmanuel Macron avait fait une promesse. Il avait dit pendant la campagne présidentielle qu'on allait revaloriser le point d'indice des fonctionnaires. C'est une bonne chose pour les fonctionnaires. Sauf que cette mesure, rien qu'à elle seule, elle coûte 2 milliards d'euros. Ensuite, le gouvernement refuse. C'est une bonne mesure. Mais en fait, je ne peux pas laisser dire que... depuis 35 ans. Non, mais attendez. Je ne peux pas laisser dire grâce aux 600 millions d'euros qu'on a accordés aux collectivités locales cet été, ça sera suffisant. C'est insuffisant pour faire face à l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires. C'est insuffisant parce que le gouvernement refuse d'indexer la dotation globale de fonctionnement sur l'inflation. C'est insuffisant parce que cette dotation ne prend pas en considération l'augmentation du prix des matériaux. Et donc tout ça va se solder par une diminution des services publics. Moi, je le vois dans ma région. Il y a des piscines qui ferment. On va sacrifier les illuminations de Noël, et j'ai des parents d'élèves qui viennent me voir pour me dire les enfants ont froid dans la classe. Donc je ne peux pas vous laisser dire que vous êtes aux côtés des collectivités locales. 19 degrés dans une classe. Oui, mais c'est insuffisant. Enfin, les enfants, je suis désolée, en CP ou même en 6e, ils ont froid. En tout cas, moi j'ai beaucoup de parents qui viennent me voir parce qu'ils s'inquiètent de cette mesure. Donc je ne peux pas vous laisser dire que la Macronie est aux côtés des collectivités locales, c'est faux. L'a rappelé ce matin, ne s'applique pas pour les crèches, les hôpitaux ou les écoles. Oui, mais d'accord, mais quand vous êtes en CP, vous avez froid. Pierre Dharréville, vous voulez ajouter, vous entendez? Non, ou sinon pas ça. Non, mais moi j'ai déjà dit ce que j'avais à dire sur le sujet. Vous avez étranglé les collectivités territoriales et les élus sont effectivement très mécontents. Ils ont des raisons de l'être parce qu'on va vers des difficultés énormes qui vont affaiblir le service public. Et franchement, ça c'est tout à fait regrettable. Un mot, juste un mot, très très vite. On baisse la vitesse à 110 km/h ou pas sur autoroute? Pierre Dharréville, oui, non? Je suis pas sûr que ça soit la première mesure à prendre. Bon, d'accord. Non, moi je pense qu'il faut que ce soit avant tout un effort de responsabilité et pas de contrainte. Et il faut penser évidemment aussi à l'acceptation sociale de ces mesures. Pierre Dharréville, vous dites non. Benjamin Haddad, vous dites non. Et Edwige Diaz? Moi aussi, je dis non parce qu'aujourd'hui, c'est l'incitation à 110 km/h. Demain, ça sera de l'obligation à 110 km/h. Et après, ça sera des radars partout pour faire entrer de l'argent dans les caisses de l'État. Bon, il est 11h19. Vous êtes sur Sud Radio, 0826 300 300. Allez, tiens, Dominique, qui est dans les Hauts-de-Seine, va réagir. Et ensuite, nous allons passer à un autre sujet. À tout de suite. Il est 11h22. Si nous parlions, d'un texte qui a été adopté hier à l'Assemblée nationale, désormais, écoutez bien, les abandons de poste seront assimilés à une démission. Autrement dit, Félix Mathieu, il n'y aura plus de droit à l'assurance chômage pour celles et ceux qui arrêtent de venir travailler. Oui, si vous arrêtez de vous rendre au travail et que vous ne revenez pas après une mise en demeure, alors oui, ça sera désormais considéré comme une démission. Et ça, ça change tout. Jusqu'ici, pour avoir droit au chômage, il valait mieux abandonner son poste pour finir par se faire licencier. Le licenciement pour faute simple permet de toucher le chômage, mais pas la démission en revanche, sauf dans des cas très limités, des projets de reconversion. Alors cet amendement LR et LREM a donc été adopté avec le soutien du gouvernement qui dit constater de plus en plus d'abandons de postes, un phénomène en augmentation constante qui peut désorganiser les entreprises. La gauche, de son côté, s'y est opposée, dénonçant un affaiblissement de la protection des salariés. Au contraire, Marine Le Pen a tenté d'aller encore plus loin en proposant que refuser un CDI à la fin d'un CDD, ça soit désormais considéré comme une démission. Cet amendement RN a lui été rejeté par contre. Rejeter cet amendement RN, pourquoi vouliez-vous aller si loin, Edwige Diaz ? Parce que, alors déjà, je tiens à préciser que nous sommes donc opposés à cette réforme du chômage parce que nous considérons que les chômeurs qui, pour l'immense majorité, se retrouvent dans cette situation, se retrouvent dans une situation qu'ils subissent. Voilà. Maintenant, on a constaté qu'il y avait quand même un certain nombre de fraudes. Donc nous souhaitons nous attaquer à la fraude ou nous souhaitons nous attaquer aux éventuels trous qu'il pourrait y avoir dans la règle. Donc à la fin d'un CDD, exactement. Si on me propose un CDI, oui, c'est ça. Et si je refuse ce CDI, exactement. Je suis considéré comme démissionnaire. Oui, parce qu'il ne faut pas pénaliser les entreprises. Les entreprises qui ont fait confiance à une personne qu'elles ont embauchée en CDD et qui sont satisfaites de son travail et qui ont envie de lui proposer un CDI, ces entreprises auront passé un certain nombre de temps à former ce salarié qui va partir et qui va donc bénéficier de l'allocation chômage, alors que pour le coup, il aurait pu vraiment s'engager dans une démarche de réinsertion. Les abandons de poste assimilés à une démission, vous voulez aller plus loin, mais vous trouvez que c'est une bonne mesure ? Oui, c'est une bonne mesure parce que voilà, je dis une fois de plus, nous voulons vraiment tendre vers le plein emploi, mais aussi il faut que tout le monde y mette du sien. Et je le dis, ça concernera, à mon avis, pas beaucoup de personnes parce que la plupart des personnes qui sont en situation de chômage subissent le chômage. Pierre Dharréville.
Oui, bon, je suis pas surpris, moi, que le Rassemblement national soit du côté des patrons et pas de celui des salariés. Ça a toujours été le cas. On l'a vérifié au mois de juillet sur l'augmentation du SMIC. On l'a vérifié dans le débat d'hier soir, avec y compris des propositions profondément révoltantes visant à exclure de leurs droits un certain nombre de salariés en raison de leur nationalité, de la manière dont ils s'expriment, du contrat qui est le leur au sein de l'entreprise. Bon, franchement, des propositions qui sont vraiment scandaleuses. Bon, une fois que cela est dit sur le texte qui nous a été proposé hier, on a de vieilles revendications du MEDEF qui viennent sur la table, comme celle que vous venez d'évoquer. Et d'abord, on ne sait pas exactement quelle est des phénomènes qui existent. Moi, on connaît l'histoire des abandons de poste. On ne connaît pas leur ampleur, on ne connaît pas les raisons, les causes. Il n'y a jamais eu d'études formelles. Ça existe beaucoup dans la restauration, par exemple. Ça peut exister dans la restauration. Faudrait s'interroger sur les raisons. Pourquoi lorsque ça existe dans la restauration, parce que peut-être les conditions de travail qui sont faites aux salariés sont dans un certain nombre d'endroits inacceptables. Abandonnent leur poste en se disant que je vais toucher le chômage. Je crois pas. Je crois qu'en tout cas, c'est pas des démarches préméditées. Donc on a un sujet sur comment on traite cet enjeu-là, qui est un vrai sujet dont il faut s'occuper. Mais là, on est en train de quelque part de bricoler le code du travail avec des conséquences. Aujourd'hui, la démission, c'est très codifié. Elle doit être claire et sans équivoque. Je cite le code du travail. Et là, on est en train de modifier finalement cette conception des choses sans mesurer toutes les conséquences que ça aura. Benjamin Haddad. C'est une mesure de bon sens. L'assurance chômage. On a la chance en France d'avoir une des assurances chômage les plus généreuses en Europe. Très bien. Mais l'assurance chômage, elle vient vous protéger contre un risque contraint, involontaire. Pas contre une démission ou le fait de quitter un poste volontairement. Aujourd'hui, on a une situation qui est une situation d'abus, avec un trou dans le système, qui est que des salariés peuvent arrêter de se présenter au travail et à terme être licenciés, toucher l'assurance. Donc nous avons pris cette mesure, mais tout ça, il faut quand même le rappeler, c'est dans le cadre aussi d'une discussion sur un texte qui a été adopté hier, qui est la réforme de l'assurance chômage, qui permettra au gouvernement, en concertation avec les partenaires sociaux, de moduler les paramètres de l'assurance chômage en fonction de la conjoncture. Les partenaires sociaux n'ont pas participé à la discussion dont on est en train de parler. Non, mais justement, ça permet au gouvernement après de faire une concertation avec les partenaires sociaux. On ne touche pas au montant de l'allocation. C'est-à-dire qu'on vote avant et on fait une concertation. On fait la concertation sur les paramètres et sur la méthode. Une fois que le texte est voté, on discute un peu pour appliquer le texte, d'avoir l'application du texte selon les entreprises, les secteurs, etc. On le explique, après, en fait. donc on ne touche pas à l'allocation, mais en revanche, au montant de l'allocation, mais en revanche, effectivement, les paramètres, par exemple, le taux de conversion, c'est-à-dire combien de mois il faut avoir travaillé pour pouvoir toucher l'allocation, selon la conjoncture. Quand on est dans une conjoncture difficile avec un chômage élevé, à ce moment-là, on veut une assurance chômage qui protège. Quand on est dans une conjoncture avec des tensions sur le marché et des entreprises qui cherchent à recruter, à ce moment-là, on veut pouvoir avoir une assurance chômage qui est incitative à l'insertion et au retour à l'emploi. Et là, il y a eu une vraie différence philosophique, je dirais, qui s'est exprimée à l'Assemblée. Puisque quand on voit la gauche aujourd'hui qui nous promet le droit à la paresse, qui a abandonné le travail, quand la gauche abandonne le travail, elle abandonne la liberté, elle abandonne la dignité, elle abandonne l'émancipation et l'intégration. Non, moi je parle du droit au travail. Ne racontez pas n'importe quoi. Ayons un débat un peu sincère sur le fond. Le travail crée des droits. Et il crée y compris le droit lorsque on a dans son parcours professionnel un accident, qu'on en est privé, qu'on est privé de son emploi, d'être indemnisé pendant un certain temps. C'est un droit à l'assurance chômage. Donc vous êtes en train d'abîmer ce droit, de le moduler en fonction de la conjoncture économique. Nous pensons que les droits, ils sont acquis par le travail, ils doivent être garantis et ils ne doivent pas varier en fonction de la conjoncture, en fonction des desiderata du gouvernement, etc. Ça, c'est insupportable. Donc vous êtes en train, d'abîmer la philosophie même de la protection sociale. Et vous nous expliquez en réalité, vous parlez de rendre les choses incitatives. Vous employez des jolis mots, mais en réalité, vous voulez rendre le chômage encore plus terrible pour que les gens se sentent contraints à prendre le premier emploi qui passe à portée de la main. Mais ça ne marche pas comme ça. D'abord, ça ne marchera pas, ça n'aura aucune efficacité. En plus d'être injuste, ça n'aura aucune efficacité. Le problème n'est pas là. Vous vous trompez de diagnostic et vous êtes en train de casser la protection sociale parce que vous y êtes allergique, tout simplement. Bien, très vite, Edwige Diaz, Benjamin Haddad, et puis on passe à la pub. Très vite, alors vraiment.
cette réforme chômage, moi, je trouve qu'elle est très dangereuse. Et le fait qu'on autorise le gouvernement à moduler les allocations chômage en fonction de quand ça va bien, quand ça va mal, on veut le corréler à une territorialisation aussi, je trouve que c'est très dangereux. En fait, le gouvernement essaye de faire payer à ceux qui subissent une situation de chômage, une fois de plus, ses erreurs, parce que le gouvernement est incapable de réindustrialiser la France, de relancer les entreprises, etc. Le taux de chômage baisse. Non, mais alors c'est la précarisation des emplois. C'est faux. Ce que vous dites est faux. Par contre, en 2019, la réforme du chômage qui avait été votée, elle a fait perdre à 1,3 million de Français 17% de leur allocation chômage. Donc moi, j'ai pas du tout confiance en ce que vous êtes en train de proposer. Au lieu de vous attaquer au chômage, vous vous attaquez aux chômeurs. Et donc nous considérons que cette solidarité, ces allocations chômage, cet élan de solidarité nationale doit servir d'abord aux Français. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé que quand vous êtes un étranger en situation régulière en France et qu'au bout d'un an, vous avez perdu votre travail, eh bien la solidarité nationale s'occupera de vous pendant un an. C'est tout. Et après, s'il n'y a plus de travail pour vous en France, il faut que vous repartiez chez vous. Bien, Benjamin, très vite, mais alors là, 15 secondes. Notre objectif, c'est le plein emploi. Une société du plein emploi, c'est une belle ambition. Certains de nos voisins y sont arrivés. Il n'y a aucune fatalité au chômage de masse en France pendant des décennies. La gauche nous a expliqué qu'on avait toutes. Non, on fera beaucoup de choses. L'assurance chômage, la réforme de France Travail, la réforme de l'apprentissage et du lycée professionnel, du RSA. Il y a énormément de textes qui vont passer dans ce quinquennat pour atteindre le plein emploi. Le plein emploi, c'est ce qui peut faire augmenter les salaires. C'est ce qui donne le pouvoir aux travailleurs de choisir l'emploi. C'est la voie de l'émancipation et de la liberté dans notre société. Bien, merci à tous les trois. Nous continuons évidemment. Un peu de pub. Ensuite, nous allons passer à d'autres sujets. Je voudrais prendre notre auditeur qui voulait revenir sur l'énergie, évidemment. Nous allons passer à la réforme des retraites. Et nous allons parler aussi peut-être un peu de l'Ukraine et puis de l'Iran. Je vais voir. Allez, à tout de suite, 11h30. 0826 300 300, vous savez que nos auditrices et nos auditeurs sont prioritaires. Ici, Dominique, par exemple, a appelé. Bonjour Dominique. Oui, bonjour Monsieur Bourdin, merci de me prendre à l'antenne. Je voulais dire un mot sur la question d'économie d'énergie, donc mise en avant par le gouvernement. Je voulais simplement dire qu'en ce qui me concerne, je ne les appliquerai pas. Donc pas de restriction de consommation d'énergie pour vous? Non, pour l'instant, pourquoi? Parce que c'est le gouvernement qui le demande ou parce que c'est vous qui... Non, pas du tout. Non. Premièrement, je les juge totalement dérisoires. Je pense qu'elles ne sont absolument pas à la hauteur des enjeux. Oui. Je pense qu'on est dans le patouillage et l'improvisation. J'ai l'impression de vivre un cauchemar, c'est-à-dire Covid numéro 2. On est à peu près dans la même improvisation et dans les mesures qui sont d'évidence pas à la hauteur de la situation. Mais le plus inquiétant, c'est le fond. C'est-à-dire, je pense que le gouvernement est un véritable... En gros, le gouvernement est un pyromane qui ensuite nous propose d'amener des seaux d'eau pour éteindre l'incendie. Je veux comprendre. Mais en tant que citoyen, je ne comprends pas comment on est arrivé à cette situation. On avait une industrie nucléaire qui nous permettait d'être totalement indépendants en matière électrique et même d'exporter de l'électricité. On se retrouve avec la moitié des centrales en panne. Et en matière de gaz, je suppose que quand on a commencé pas en panne, elles sont en maintenance. Je ne sais pas. C'est pas pareil, Dominique. Monsieur Lévy, Monsieur Bourdin, Monsieur Lévy lui-même a expliqué que c'est le gouvernement qui avait fait des choix tout à fait débiles ou d'une absence de choix qui avait conduit à la situation actuelle. C'est ce qu'il a dit. Le résultat, si vous voulez, on juge quand même un gouvernement à ses résultats. Le résultat actuel, il est désastreux. Je voudrais comprendre. Je suis un citoyen comme les autres. Oui. Évidemment, je ne suis pas ingénieur nucléaire. Je veux comprendre. Avant, quand j'aurai compris deux choses. Premièrement, comment on en est arrivé là. Et deuxièmement, qu'on me démontre avec des chiffres qui tiennent la route que les mesures débiles qu'on nous demande de mettre en œuvre auront réellement une efficacité. Moi, je n'y crois pas une seconde. Pour moi, c'est un sparadrap. Mais vous, au-delà du gouvernement, est-ce que vous êtes prêt à vous restreindre votre consommation d'énergie? Non, parce qu'en fait, je suis déjà au minimum. C'est pas ça. Je le fais spontanément. Qui a envie de gaspiller de l'énergie pour le plaisir de... Bien sûr, je me chauffe. Je me chauffe déjà. Actuellement, je suis à 20. J'ai pas du tout l'intention de passer à 19 pour faire plaisir au gouvernement. J'ai d'une stupidité et ce sera probablement d'une inefficacité absolument totale. Et pour le reste, tous les Français de bon sens appliquent déjà des mesures d'énergie. Je n'y crois pas
pas une seconde. Voilà. Bien, eh ben merci Dominique. Voilà, Dominique qui a donné son avis. Je voudrais passer maintenant à la réforme des retraites. Cette réforme des retraites qui s'annonce, il y a concertation, un projet de loi au mois de janvier, c'est bien cela à peu près, hein, texte au mois de janvier qui sera discuté à l'Assemblée nationale fin janvier ou début février. C'est bien cela. Il y aura un report de l'âge légal de départ à la retraite, vous pensez, Benjamin Haddad? Oui. Oui, c'est ce qu'a annoncé le président de la République. C'est 64 ans, puis 65 ans. Oui. Pourquoi ? C'est très important parce qu'on a beaucoup parlé de la méthode, mais j'aimerais bien qu'on parle du fond de cette réforme. Aujourd'hui, on a un système de retraite par répartition, par solidarité, que l'on veut pouvoir préserver, conserver, mais pour cela, il faut le réformer. Pourquoi il faut le réformer? Tout simplement parce qu'on a une population qui est vieillissante, on a une espérance de vie qui a augmenté, tant mieux, il faut en être heureux, mais il faut être capable de le financer. Donc déjà pour les finances, et c'est ce que nous montre le corps très rapidement, le système ne sera plus financé, il faut travailler plus longtemps, comme l'ont fait tous nos voisins européens. Deuxièmement, pour pouvoir avoir une meilleure retraite, pour améliorer le système. Nous sommes engagés à une retraite minimum à 1 100 euros par mois. Nous sommes engagés aussi à prendre en compte les pénibilités, les carrières longues, les carrières hachées, les inégalités entre les femmes et les hommes. Eh bien, tout cela, il faut être capable de le financer, de le réformer. C'est une réforme de responsabilité qu'on a trop longtemps que vous n'oublierez pas repoussée. le travail des seniors. Hein, oui, parce que c'est un vaste problème dans ce pays. Mais vous savez que quand vous regardez les pays autour de nous, les pays qui ont le taux d'emploi des seniors le plus élevé, ce sont les pays qui ont repoussé l'âge légal de départ à la retraite. Parce que ça normalise d'une certaine façon aussi l'emploi des seniors, ça les insère. Alors, c'est pas la seule mesure. Moi, je crois beaucoup à la formation tout au long de la vie. Je pense qu'il faut aussi inciter les entreprises. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais il ne faut pas opposer le fait de travailler plus longtemps et l'emploi des seniors. Pierre Dharréville, référendum. Vous demandez un référendum sur la réforme des retraites? Oui, on s'apprête, dès que le texte viendra en débat à l'Assemblée nationale, à déposer ce qu'on appelle une motion référendaire. Pour, il faut 58 députés. Il faut 58 députés présents dans l'hémicycle pour déposer cette motion. Et nous le ferons. Nous le ferons parce que nous voulons, d'abord, les projets du gouvernement sont connus. Une vague discussion est en train de s'organiser pour donner le change. Là, dans les mois qui viennent, on va faire semblant de discuter un petit peu pour pas se faire reprocher de ne pas l'avoir fait. Et puis, les projets, ils sont déjà connus. Monsieur Haddad vient de nous les décrire, donc ils sont très précis. Et nous pensons qu'il reviendra au peuple de se prononcer sur cette chose-là. Alors, juste, je vous redonne la parole, Pierre Dharréville. Vous soutiendrez ce projet de référendum? C'est pas exclu, d'autant plus que s'il y a un référendum, je pense que le projet de réforme des retraites sera largement rejeté. Et nous, au Rassemblement national, ce qui nous importe, c'est que cette mesure ne rentre pas en application. Bien, Pierre Dharréville, vous terminez? Oui, parce que la proposition qui est sur la table, c'est finalement de nous expliquer, pour préserver notre système de retraite, abîmons-le. C'est extraordinaire. C'est formidable cette histoire. Vous prenez appui sur des chiffres que vous interprétez à votre façon, en nous expliquant il faut absolument une réforme parce qu'on a un problème de financement. Et le président de la République a varié d'ailleurs sur ce sujet. Il a dit ça à un moment donné, puis ensuite il a dit non, en fait c'est pas ça. On va faire la réforme pour récupérer 8 milliards d'euros pour les utiliser à autre chose parce que vous comprenez, on a bien des défis, etc. Et par ailleurs, je signale quand même qu'il est en train, dans le projet de loi de finances, de faire cadeau de 8 milliards d'euros à un certain nombre d'entreprises en faisant des cadeaux supplémentaires. Bon, donc voilà, on se retrouve dans cette situation où c'est une réforme idéologique qui simplement veut nous faire travailler plus longtemps alors qu'il n'y a pas d'obligation à le faire. Il y a des sources de financement qu'on peut trouver pour garantir ce droit à la retraite. Beaucoup de femmes et d'hommes me disent, moi, qu'ils ne peuvent pas aller au-delà de ce qu'on leur demande aujourd'hui. Donc il faut arrêter d'abîmer le droit à la retraite. Il a été abîmé depuis 20 ou 25 ans. Edwige Diaz. Oui, alors nous, notre position sur la réforme des retraites, je pense qu'elle est connue. Nous y opposons. 42 ans de cotisation, c'est ça? Alors, si vous commencez à travailler jeune, voilà, entre 17 ans et 20 ans... C'est ce que j'ai entendu dans le programme de Marine Le Pen. C'est ça, si vous commencez à travailler entre 17 et 20 ans, vous pouvez partir à 60 ans à partir du moment où vous avez vos 40 annuités. Donc nous nous opposons à cette réforme des retraites que nous considérons être vraiment la mesure emblématique de la casse sociale, qui est d'une injustice sans précédent et surtout qui n'a pas lieu d'être. Parce que pour l'instant, le Conseil d'orientation des retraites nous indique que le système n'est pas en danger. Et puis, il faut voir aussi qu'il y a un Français sur deux qui a 62 ans qui vit ou des minima sociaux ou des pensions d'invalidité, c'est-à-dire aussi de la solidarité nationale. Donc en fait, on fait que transvaser d'un budget à un autre. Il faut voir aussi que quand M. Woerth a décidé de passer le départ de l'âge légal de la retraite de 60 à 62 ans, finalement, le gain était nul en raison de ce que je viens de vous
vous expliquer. Donc moi, je pense qu'il y a beaucoup d'autres leviers avant de s'attaquer une fois de plus au portefeuille des Français et des honnêtes gens de ceux qui bossent. C'est la relance de la natalité, le retour vers le plein emploi et surtout la lutte contre la fraude. Parce que ça aussi, il faut le dire. J'écoutais sur une chaîne il n'y a pas très longtemps qu'il y a un test qui a été fait sur un pays, donc l'Algérie. Ils ont fait un test sur 1000 personnes. Et sur ces 1000 personnes, il y a 691 personnes qui ont été portées disparues, 130 qui sont décédées et donc seulement 179 personnes qui étaient en règle. Et il faut savoir, donc là on a testé sur 1000 personnes. Sauf que c'est faux, et il y a 600 000 Algériens. Ne le reprenez pas. Non, mais c'est très important. Non, ne le reprenez pas, c'est une fake news. C'est une fake news. On attend une minute et on arrive sur l'Algérie et les étrangers. Pardon, monsieur Bourdin. Il y a un rapport sénatorial. Et vous savez qu'au Sénat, il n'y a pas de député Rassemblement National. Donc le rapport sénatorial n'est pas de nous. Il y a un rapport sénatorial qui date d'il y a 2 ou 3 ans qui nous dit exactement les mêmes choses. Donc il faut lutter contre la fraude. On ne peut pas. Si, il dit exactement la même chose. Il dit qu'il y a beaucoup de centenaires dans les pays étrangers. Donc tant mieux si ces personnes ont une longue vie. En attendant, il faut qu'on lutte contre la fraude et qu'on arrête de payer des retraites à des personnes dont on ne sait même pas si elles sont toujours en vie. Mais vous pouvez vous voiler la face, mais en attendant, c'est la réalité. Et ce sont les honnêtes gens qui payent. C'est qu'on n'est pas sur la réforme elle-même des retraites. Benjamin Haddad, très vite. Non, mais là, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on parle de la réforme des retraites et puis le Rassemblement National nous amène sur les étrangers, la fraude, la préférence nationale. C'est toujours les mêmes obsessions et les mêmes fantasmes. Donc, écoutez, ce n'est évidemment pas comme ça que nous allons financer notre système de retraite, le préserver et l'améliorer. Mais après, on peut dire qu'on va faire l'inverse du reste du monde, qu'on va être capable d'avoir la retraite la plus généreuse en revenant à 60 ans. C'est de la démagogie absolue. On peut dire qu'on rase gratis. Nous, on a décidé d'avoir un discours de responsabilité et de vérité. Le président de la République l'a dit explicitement dans sa campagne présidentielle. Moi, je me rappelle de beaucoup de présidents avant qui avaient été élus en faisant des promesses assez mirobolantes. Là, on a dit qu'on ferait cette réforme. C'est une réforme. Mais Emmanuel Macron, pardon, Benjamin Haddad, mais enfin, Emmanuel Macron avait engagé une réforme des retraites déjà. Rappelons-nous. Et il l'a laissé tomber. On a eu Covid aussi. Non, mais c'était avant le Covid. On a quand même une situation particulière. On a quand même une situation parce que cette réforme était minoritaire dans le pays et que vous ne pouviez pas aller. Non. On a une situation très particulière en fin de premier mandat. Le président de la République l'a dit explicitement dans sa campagne de réélection. Nous porterons cette réforme pour l'avenir de notre système de retraite. Bon. Eh bien, et nous nous y opposerons. Déjà, midi moins le quart, j'ai bien compris que vous vous opposerez, vous au Parti communiste et vous aussi au Rassemblement national. Bien, on va terminer sur 2 sujets. D'abord, le Rassemblement national qui a 50 ans, le Front national, on va en parler. Et puis, je vais vous faire écouter ce que disait Claude Malhuret sur le port du voile. Claude Malhuret, le sénateur centriste qui a pris la parole là. Et puis, je vous parlerai de l'Ukraine aussi. Allez, tout de suite, 11h46. Il est midi moins 10, 0826 300 300. Parlons du combat des femmes iraniennes. À la tribune du Sénat, Claude Malhuret, sénateur centriste, s'exprime. Quelques-uns d'entre eux ont réapparu dimanche dernier lors du rassemblement Place de la République à Paris. Les Iraniens et les Iraniennes présents leur ont donné une grande leçon de laïcité. En signifiant à Madame Rousseau qu'elle n'était pas la bienvenue, ils ont rendu clair pour tout le monde cette évidence. On ne peut en même temps être pour le voile à Paris et défendre celles qui brûlent leur voile à Téhéran. Qu'en pensez-vous, Pierre Dharréville ? Je trouve que c'est une provocation inutile de la part de Claude Malhuret, mais je suis pas surpris et que ce débat qui est récurrent en fait aujourd'hui depuis maintenant le début des années 2000, en réalité est instrumentalisé et qu'il est utilisé même par le Rassemblement national pour nous faire croire que c'est un parti laïque, alors que c'est un parti qui porte des propositions anti-liberté, anti-égalité, anti-fraternité. Bon voilà. On peut être pour le voile à Paris et contre le voile à Téhéran. Mais je crois pas qu'il y ait des gens qui soient pour le voile à Paris. C'est pas ça le sujet. Enfin, franchement, la question c'est qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est la laïcité ? Moi, je suis contre la domination patriarcale, la domination masculine, les violences faites aux femmes. Je suis pour la liberté des femmes, y compris effectivement la liberté de se vêtir. Et ça, c'est un combat que les femmes mènent partout dans le monde, dans les sociétés où elles vivent. Et il faut les accompagner, en tout cas être à leur côté dans ce combat quand elles le font en Iran, évidemment. Et il faut aussi le faire en France.
Et nous avons encore, nous, dans notre pays aussi, beaucoup de travail à faire pour l'égalité entre les femmes et les hommes, pour le respect des femmes et pour le plein droit des femmes dans notre société. Voilà. Donc il faut mener ce combat. Mais franchement, je suis toujours effaré. C'est de la provocation, ce que dit Claude Malhuret, Edwige Diaz? Bah non, il a raison. Il a raison d'insister sur le fait que oui, en effet, Madame Sandrine Rousseau, ou elle est schizophrène, ou alors elle est très électoraliste, je ne sais pas. En tout cas, tout le monde a bien entendu qu'elle s'était fait huer à ce rassemblement. Et j'ai envie de vous dire, c'est bien fait pour elle, parce qu'aujourd'hui, Madame Rousseau incarne cette gauche qui a perdu toutes les valeurs républicaines que pouvaient avoir un certain nombre de membres du Parti socialiste ou même du Parti communiste. Parce que aujourd'hui, la gauche, c'est plus la gauche en fait, c'est la soumission à l'islamo-gauchisme. C'est le clientélisme par le communautarisme. Et donc, nous, au Rassemblement national, je le dis, nous sommes clairement opposés au port du voile dans l'espace public, mais aussi dans les facultés, dans les écoles et dans les accompagnements scolaires, par exemple. Bien. Benjamin Haddad. Moi, je suis d'accord avec Claude Malhuret. Je suis d'accord avec Claude Malhuret, et je trouve qu'une fois de plus, c'était d'ailleurs un discours très éloquent de sa part. Et je voudrais d'abord rendre hommage aux femmes iraniennes qui se battent aujourd'hui pour leur liberté. Avant de récupérer politiquement ce combat, rappelons qu'il y a eu des dizaines de morts, qu'elles sont en train de se battre contre un régime théocratique infâme qui a imposé le voile, qui est un symbole d'asservissement qui a été imposé à ces femmes. Et il faut les écouter. Ces rassemblements, ils ont eu lieu à quelques centaines de mètres d'ici, place du Trocadéro. Il faut aller écouter ces femmes qui nous demandent de les défendre, qui nous demandent de ne pas sombrer dans ce politiquement correct ou dans ce clientélisme ici, en n'osant pas dénoncer aussi ce que représente ce voile ici ou là-bas. Donc voilà, moi je suis pour la laïcité, je suis pour l'émancipation et l'égalité entre les hommes et les femmes, et je rends hommage à leur courage. Alors, Emmanuel Macron, autre sujet, Emmanuel Macron qui rassemble, qui a organisé, qui est à l'initiative du moins d'un rassemblement de dirigeants européens, 44 pays aujourd'hui. On va beaucoup parler de l'Ukraine, évidemment. Elisabeth Borne s'est exprimée lundi à l'Assemblée. Vous y étiez. Qu'a-t-elle dit? Nous n'avons pas le droit de faiblir face à la Russie. Nous devons être solidaires en soutien à l'Ukraine. La France entend rendre le coût de la guerre insupportable pour la Russie et la France envisage de nouvelles livraisons militaires à l'Ukraine. Qu'en pensez-vous, Edwige Diaz? Je pense que le gouvernement fait une fois de plus fausse route. Les sanctions qui sont prises à l'égard de la Russie. Non, parce que sinon on devient co-belligérant. Voilà. On n'est pas co-belligérant. Ça veut dire quoi? Pas d'armes à l'Ukraine. Pourquoi nous sommes co-belligérants aujourd'hui? Alors, attendez, finissez. Finissez. Nous ne sommes pas pour la livraison d'armes d'attaque, nous sommes pour la livraison d'équipements de protection, parce que cette guerre n'est pas notre guerre. Et en l'occurrence, les sanctions qui sont décidées par l'Union européenne et par la France à l'encontre de la Russie, finalement, elles n'ont qu'un seul effet, c'est un effet délétère, c'est celui d'appauvrir les Français. Parce que si on se retrouve à l'heure actuelle avec des factures d'énergie aussi importantes que celle-là, c'est parce que... tout à l'heure que c'était pas en raison de la guerre en Ukraine que la facture d'énergie progressait. Parce qu'il y a de la spéculation. Monsieur Emmanuel Macron est dans l'hypocrisie absolue parce qu'il achète le gaz à l'Azerbaïdjan, qui fait vivre en Arménie la même chose que ce que la Russie fait vivre à l'Ukraine. Maintenant, on importe du gaz de schiste des États-Unis. Et au final, là, on nous parle de guerre, des sanctions qui ne sont pas pertinentes, qui visent à appauvrir les Français. Et on oublie quelque chose qui est pourtant essentiel, c'est la diplomatie et le retour vers la paix. Et donc, en fait, on essaye d'allumer... Qui veut la paix en Ukraine? Je pose la question. Qui veut la paix? Mais je pense que dans le monde, tout le monde veut la paix. Est-ce que Vladimir Poutine veut la paix? Est-ce que Zelensky veut la paix? Attendez. Je vous pose la question. Qui veut la paix? Mais en tout cas, mais personne ne vous écoute, évidemment. Mais personne n'écoute le gouvernement français. Personne n'écoute. Mais en tout cas, nous l'avons dit depuis le début, il faut revenir à une diplomatie forte, il faut le retour de la paix, parce que là, pendant qu'on nous parle de ces sanctions, on oublie l'essentiel, il faut un retour par la paix, parce que personne ne se réjouit de voir toutes ces personnes qui meurent, de voir cette escalade de la violence. Et donc voilà, pardon de le dire, mais Emmanuel Macron, là aujourd'hui, il réunit du monde, il essaye de se mettre au centre de ces discussions, mais il a échoué sur la diplomatie. C'est la faute d'Emmanuel Macron s'il y a la guerre en Ukraine. Non mais vraiment, on est dans l'autoflagellation et la repentance de la part du Rassemblement national. On a toujours condamné les agissements de la Russie à l'égard de l'Ukraine. Mais il faut bien reconnaître que Macron a été une fois de plus mauvais, et en l'occurrence mauvais en diplomatie.
Non, ouais, je pense qu'il y a une agression meurtrière et insupportable de la part de Vladimir Poutine et de la Russie contre l'Ukraine, et qu'effectivement, moi, je suis résolument du côté des Ukrainiens pour... Donc des armes à l'Ukraine. Je suis résolument du côté des Ukrainiens pour essayer de faire en sorte que cette offensive s'arrête et qu'on retrouve la voie du droit international. Moi, je suis très très inquiet en réalité de l'issue de cette offensive russe et de ce que ça peut provoquer, parce qu'on voit pas bien pour l'instant comment elle va s'arrêter. On voit pas bien avec la fragilisation des institutions internationales, l'ONU au premier rang, qui est quand même très affaibli, et pas que à propos de la situation en Ukraine. Et je pense que le discours de la France devrait être celui, effectivement, d'essayer de trouver le plus rapidement possible les voies d'une paix construite sur le continent européen. Et nous avions proposé, il y a maintenant à peu près 6-8 mois de ça, la tenue d'une conférence européenne pour la paix qui permette de discuter avec tout le monde. Et c'est vrai que je crois qu'on devrait, nous, porter cette voix beaucoup plus fort, parce que c'est la seule issue. Et d'ailleurs, la première ministre l'a dit. Ni Poutine, ni Zelensky. Que les choses soient claires. Vous êtes. J'ai l'impression que vous, député de la nation, vous êtes naïf. Franchement, parce que vous croyez qu'Emmanuel Macron est écouté aujourd'hui, mais non. Est-ce que défendre la paix, c'est être naïf? Mais je dis pas. Moi, c'est un choix politique pour moi, fondamental. Oui, c'est consubstantiel à mon engagement de défendre la paix. Mais je comprends. Et je le fais sans naïveté. Oui. Parce qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'on parle de paix, on est un naïf. Alors bon, mais pas du tout. Voilà. Moi, je pense qu'il faut mettre ça à l'ordre du jour le plus rapidement possible. Ça suppose des initiatives politiques et ça suppose d'être sans naïveté face à l'offensive russe. Et moi, je ne l'ai pas été. Ni Emmanuel Macron, ni moi, ni personne qui pourront mettre autour d'une table. On est au Conseil de sécurité. Vladimir Poutine. On est au Conseil de sécurité. On a un rôle à jouer. Au Conseil de sécurité, nous avons un rôle à jouer. Ça, l'avoir fait en 2019. Oui, enfin, il n'a pas réussi. Il n'a rien réussi du tout. Pardon. Non, écoutez, la seule façon de mettre fin à cette guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine, c'est d'acculer la Russie, c'est d'imposer un rapport de force. Ça passe par les sanctions qui font accroître le coût économique de l'agression sur la Russie, et ça passe par les livraisons d'armes qu'il faut continuer et qu'il faut augmenter. Le Rassemblement national nous raconte n'importe quoi depuis 7 mois. Déjà, nous avait dit qu'il fallait s'allier avec la Russie, nous avait dit que la Russie, c'était dans votre programme l'alliance avec la Russie, nous avait dit que la Russie n'attaquerait jamais, nous avait dit qu'il faudrait sortir de l'OTAN. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nos alliés prendraient des décisions là-dessus sur la livraison d'armes sans nous. Est-ce qu'on serait plus souverain? Je ne crois pas. Nous disent que les sanctions ne marchent pas alors que la Russie est en récession et n'arrive plus à importer les matériaux, les pièces détachées dont elle a besoin. Merci à vous trois d'être venus nous voir. Merci. Il est 11h59. Merci. Vous êtes sur Sud Radio.